Industrial Nation, vous êtes sur Industrial Growth, le seul podcast entièrement dédié à la croissance des PME industrielles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Boucher de la société Emera. Salut Jean-Baptiste. Bonjour Karim. Je suis très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Moi aussi, ravi d'être avec toi. Merci de me recevoir. Eh ben, écoute, c'est un plaisir. On peut peut-être commencer par les présentations. Est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu de toi et puis après, on parlera un petit peu d'Emera? Bien sûr. Donc, encore merci Karim. Moi, je m'appelle Jean-Baptiste Boucher. J'ai lancé Emera, qui est une start-up, il y a un peu plus de 6 mois. Emera, c'est une start-up qui se concentre sur le sujet de la relation client-fournisseur. On pense que dans le monde industriel, la relation client-fournisseur n'est pas du tout aussi efficace que ce qu'on voit en B2C, où nous, consommateurs, on interagit de façon très efficace, très naturelle avec les enseignes. Et on pense que le monde industriel en particulier et le B2B en général devrait digitaliser sa relation client-fournisseur pour devenir aussi efficace que ce que nous voyons en B2C. D'accord. Déjà, bon, j'ai plein de questions. Mais la première, c'est comment tu t'es intéressé à l'industrie toi-même? Tu es issu d'un cursus industriel, tu as bossé dans l'industrie ou c'était juste un constat que tu as fait, une envie d'aller positionner là-dessus? Je pense que c'est le fruit de mon parcours. J'ai fait une école de commerce qui m'a amené en conseil. En conseil, comme tu le sais peut-être, tu rencontres beaucoup de sujets, beaucoup d'industries différentes, donc notamment de l'industrie en particulier. J'ai fait plusieurs projets dans l'industrie, j'ai trouvé ça passionnant. Et après le conseil, j'ai bossé brièvement pour une entreprise qui s'appelle Mutares. C'est un fonds allemand de restructuration qui rachète des PME en général qui vont pas bien. Et là, donc du coup, j'ai pu aller sur le terrain et avoir encore des projets passionnants avec Mutares. Et donc toutes ces expériences successives m'ont fait réaliser que l'industrie, c'est un milieu qui est, comme je le disais, passionnant et qui m'intéresse. D'accord. Donc, on arrive, j'imagine, avec ce travail que tu as fait en consulting, en conseil, notamment pour Mutares, tu as fait un certain nombre de constats et d'analyses, j'imagine. Et donc, parmi ces analyses, il y a cette problématique autour de la relation client. Alors, c'est quoi le problème avec la relation client dans l'industrie aujourd'hui? Alors avant de te répondre, j'aimerais parler d'un autre constat que j'ai fait rapidement. Moi, ce qui m'a frappé, en fait, c'est que l'industrie, qui est un milieu qui est peu connu du grand public, est en fait d'une complexité immense. Parce que pour construire un bien physique, il faut amener au bon moment, au bon endroit, les bonnes pièces en bonne quantité, avec les bonnes personnes, les bonnes compétences. C'est un niveau de complexité qui est énorme et qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres secteurs de l'économie, je pense. Ça, les gens ne s'en rendent pas compte, mais l'industrie, c'est quand même un travail de chef d'orchestre qui est exceptionnel et dont on ne se rend plus compte du tout aujourd'hui. Et donc, du coup, ça m'amène sur la relation client. Le constat que j'ai fait, c'est que la relation client dans l'industrie, en fait, est souvent un sujet qui euh, n'est pas forcément priorisé, qui est souvent dans l'ombre. On a beaucoup de réflexions, en tout cas dans ce que moi j'ai vu sur ce qui va être la production, sur le taux de rendement global, ce genre de sujet. Mais en fait, tout ce qui touche au développement commercial, tout ce qui touche à la relation client, une fois que tu as acquis un compte client, n'est souvent pas priorisé alors que ce sont des sujets essentiels. Pourquoi justement c'est un sujet essentiel? C'est un sujet essentiel parce qu'en fait, une fois que tu as une usine que tu as modernisée, qui est productive, donc tu parviens à produire les bons produits à des coûts concurrentiels. Il faut le faire savoir, il faut le vendre. Sachant que, en fait, dans d'autres géographies, ou alors des leaders, ça va dépendre, eux investissent massivement sur des moyens de se faire connaître, donc le digital, hein. Ouais, Donc non, là, je je pense par comprends. exemple en Chine où tu as des marketplaces qui sont très développés. Tu peux acheter ta machine-outil sur une marketplace. Ou alors, je pense à des leaders pour lesquels j'ai fait des missions quand j'étais en conseil, donc des grosses boîtes qui ont beaucoup de moyens, qui vont investir énormément pour se faire un site de e-commerce, des applications pour leurs vendeurs sur le terrain. Et en fait, ça fait une vraie différence en matière de capacité à aller chercher du client et à garder du client. Par contre, ça, en général, quand tu es une ETI, tu ne le réalises pas, tu n'as pas forcément de moyens, tu n'y penses peut-être même pas. Et c'est un contraste que je trouve très fort. C'est un petit peu lié aussi avec ce que tu disais. Il y a tellement aussi de sujets dans une ETI, optimiser la prod, optimiser les ressources humaines, recruter. Tu vois, que finalement, souvent, c'est. Moi, je pense que c'est lié à la culture ingénieure aussi, le fait que souvent les dirigeants, je dis souvent, je ne vais pas généraliser, mais souvent, c'est des gens aussi qui sont issus de la technique. Je pense que spontanément, ils vont aussi plutôt privilégier l'optimisation de tout ce qui est un peu technique, innovation produit, enfin tout ce qui tourne autour de leur métier. Et puis peut-être culturellement négliger un petit peu cette partie un peu plus commerce. Parfois, c'est un gros mot d'ailleurs, d'ailleurs le Mm. commerce dans l'industrie. Et donc, justement, si on revient à cette question comment dire, de relation client, j'imagine que, bon, on parlera d'Emera aussi, tu vas nous expliquer ce que vous faites, mais j'imagine que
avant de te lancer dans la création d'une startup comme celle-ci, tu t'es aussi posé la question de l'état du, comment on peut dire ça, l'état du marché, entre guillemets, ou la situation aujourd'hui des entreprises industrielles par rapport à ces problématiques de relations clients. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui ou qu'est-ce qui n'est pas fait et qui devrait être fait? C'est une très bonne question. Tu as raison, avant de nous lancer, on a visité une cinquantaine d'usines. Et donc, en fait, le constat qu'on a fait, c'est que la relation client, pour les entreprises qui travaillent en série, quand c'est en mode projet, c'est différent. Quand c'est en série, elle est souvent tenue en fait par l'administration des ventes. Mm. L'administration des ventes, c'est une équipe qui intervient une fois qu'un commercial a signé un contrat. Il redirige son client vers l'ADV qui va gérer les flux clients. Donc, en fait, l'ADV, c'est le visage de ton entreprise auprès de tes clients. L'ADV, en fait, aujourd'hui, travaille sans outils dédiés. C'est-à-dire qu'on a des équipes de gens qui sont payés pour traiter un flux très important de volume qui arrive avec des emails, des PDF, des Excel, beaucoup de papier. C'est des gens qui aiment bien écrire, mettre des post-it. Parfois, les commandes viennent par fax, parfois, elles viennent par téléphone. Et en fait, le manque d'outils pour gérer ce flux sur ces formats qui sont du digital du début des années 2000, en fait, hein, c'est des outils qui n'ont pas bougé depuis 20 ans, fait que ça représente une charge de travail qui est énorme. Il faut beaucoup de travail très minutieux, très détaillé pour gérer ça, et avec un risque, bien sûr, de délai de traitement, un risque d'erreur et peu de disponibilité pour le client qui, en fait, du coup, n'a pas de relation client, parce que les gens qui lui sont dédiés passent beaucoup de temps à faire du traitement d'informations et pas de la relation. Ça, c'est pas des. Bon, après, tu vas me répondre, mais c'est pas quelque chose qu'on devrait retrouver dans un CRM, justement, ces outils-là euh, de traitement un peu de toute cette information? Alors, c'est une bonne question qu'on nous pose souvent. En fait, le CRM n'est pas conçu pour ça. Le CRM a été vraiment taillé pour que toi, commercial, tu puisses suivre tous tes échanges croissants avec Mm. un compte, enfin successifs avec un Ah, compte client que la tu vie du prospectes, client, etc. mais pas ensuite pour gérer les échanges récurrents de prise de commande, questions sur ma commande, suivi de livraison, etc. Le CRM n'est pas fait pour ça. Ouais, donc on est un petit peu dans un no man's land entre l'ERP qui va gérer, je dirais, la production, en tout cas les lancements d'ordres de fabrication, la compta, tous les aspects un peu financiers. De l'autre côté, le CRM qui est plus un outil marketing commercial, on va dire. Et au milieu, donc, on a nos ADV qui jonglent entre les deux et qui vont imprimer du papier et du coup, potentiellement aussi faire un certain nombre d'erreurs dans la prise de commande. Et c'est là peut-être que vient la friction que vous avez détectée en termes d'expérience pour le client, parce que là, on parle de l'ADV et de la difficulté pour eux ou pour elles à assurer leur métier correctement avec les bons outils. Mais derrière, les répercussions, c'est surtout sur le client. C'est ça. Donc, juste pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, il y a un trou entre le CRM, quand il existe, hein, parce que comme tu le sais sûrement, Il n'existe pas avec tout le ton temps activité, et pas peut-être pas souvent. toujours là, alors que pourtant c'est un outil remarquable pour la prospection. Puis après, tu as l'ERP qui est un outil remarquable pour faire le lien entre la finance et la production. Puis au milieu, il y a ce trou pour Mm. l'administration des ventes. Et donc, juste pour finir sur ce sujet, on a vu, je pense, dans 5% des cas, des entreprises qui utilisent des développements dans leur ERP pour effectuer le traitement des flux entrants. Donc, Bon. c'est quand même des solutions qui coûtent cher et qui sont longues à mettre en place. Et dans peut-être 5% des cas, ça va être des développements maison. Tu as quelqu'un à l'IT qui s'y connaît très bien, qui a fait un outil maison qui permet d'aider l'administration des ventes. Mais ça reste très minoritaire. Ouais. Donc Et puis souvent là, pas d'outils. le risque, c'est la maintenance de tout ça, quoi. C'est-à-dire que le jour où le gars n'est plus là, le jour où tu fais évoluer le système d'information, tu casses tout, quoi. C'est ça. Je pense à un de nos clients en particulier qui a un code en AS400 qui a été fait par justement quelqu'un de l'IT. Mm. Et maintenant qu'en fait un des autres outils avec lesquels ça interagit change, l'outil en AS400, ils ne peuvent plus trop le faire bouger parce que là maintenant, c'est un vrai défi quand ça dépend que d'une personne qui n'est plus forcément dispo à ce moment-là. D'accord. Donc, on part de ce constat qu'il y a un problème autour de la relation client, mais là, tu vois, on est en train de discuter plutôt des flux à l'intérieur de l'entreprise. Est-ce que tu peux m'expliquer ou expliquer à notre audience là, un petit peu le lien qu'il peut y avoir entre ce problème que tu évoques, qui est le fait que beaucoup de choses sont faites sans vrais outils à la main, avec un peu des méthodes qui sont un peu, on va dire, qui ont 20 ans, hein, qui datent des débuts des années 2000. Quel est le lien entre ça et le fait d'améliorer la relation avec son client, le fait d'offrir à son client une expérience, on va dire, un peu plus qualitative, une expérience remarquable? Alors, pour le client, ça a ça a des conséquences qui sont doubles. Tu as des conséquences en matière de satisfaction et puis en matière de qualité, je pense.
C'est peut-être que c'est sûrement lié, c'est pas forcément. Bon, mais prenons ces deux dimensions. Je pense à la satisfaction, en fait, que toi, quand tu es client d'un acteur industriel, ce que tu veux, c'est de la transparence et de la précision. Ce que tu veux, c'est toujours savoir quand est-ce que tu seras livré pour être sûr que tu seras bien livré à temps dans les bonnes quantités. Toi, client, ce que tu veux, c'est éviter l'arrêt de chaîne, en gros. Ouais. C'est Il y vraiment a un ton. problème, tu veux le savoir rapidement aussi pour pouvoir réagir, anticiper, etc., quoi. C'est ça. C'est vraiment une question d'anticipation. Et du coup, en fait, si ton fournisseur a une administration des ventes qui n'est pas correctement outillée, elle va mettre du temps à traiter les demandes, ce qui déjà va réduire la capacité à anticiper les problèmes. Par exemple, sur un délai de livraison à 4 semaines, si tu mets 4 jours à traiter la commande entrante, tu as déjà perdu quasiment une semaine. Ouais. Et ensuite, ce que tu veux, c'est que l'administration des ventes soit disponible pour te faire des points d'information, pour te tenir au courant de ton carnet de commandes, de la livraison, de ce genre de choses. Mais si la DV est occupée à faire du traitement de flux entrant en continu, elle a très peu de temps pour toi et donc tu perds beaucoup en transparence. Ouais, donc, on va perdre beaucoup de temps sur des tâches purement administratives et du coup, administration des ventes et finalement passer peu de temps à ce qui est plus important, qui est la relation ou l'information, la communication avec le client, quoi. C'est ça. Et ça devient d'autant plus critique quand il y a un problème, parce qu'en fait, l'administration des ventes est une force de résolution de problèmes pour le client. Par Mm. exemple, un camion qui n'arrive pas, il y a une urgence chez le client qui veut ceci ou cela, c'est l'ADV qui prend ça en charge et qui t'aide à trouver une solution pour que ton fournisseur soit là pour toi. Mais encore D'accord. une fois, si l'ADV est débordée, elle n'a pas de temps pour résoudre ton problème critique ou ta demande spéciale. Ouais, je comprends. Et l'autre risque, c'est qu'en fait, une ADV qui fait tout à la main et qui est débordée peut faire des petites erreurs d'entrée d'information, une erreur d'entrée d'information, ou alors ne pas en faire, mais ne pas capturer après quand la logistique fait un petit écart ou quelque chose. Donc une ADV qui est débordée n'a pas le temps de corriger ce genre de petites erreurs. Et une petite erreur, ça peut être une palette livrée trop tôt, trop tard, ça peut être une erreur de supply chain, ça peut être des pièces qui manquent, des pièces en plus, ce genre de choses. Je trouve derrière aussi, au-delà de l'insatisfaction du client, tu te retrouves à gérer aussi des problèmes de retour, de correction de ces erreurs de commande et du coup avec, j'imagine, des coûts qui ne sont pas négligeables si on ramène tout ça au volume aussi Ouais, de exactement. l'entreprise. C'est surtout vrai pour les industries qui ont des très gros volumes. Je pense à la bière, par exemple, où tu vas envoyer des milliers de palettes par jour. Là, en fait, j'ai une statistique d'un grand acteur qui dit que tu as environ 20% des commandes où il va y avoir un problème ou une réclamation. C'est un montant énorme. Tu l'appliques à des milliers de palettes, tu te retrouves avec des palettes à aller chercher dans tous les sens, à redéplacer en avance, en retard. Et c'est d'autant plus critique pour ce genre d'acteur que quand tu as la grande distribution en face, ils te mettent des pénalités au moindre écart. Tu listes ta palette 2 heures trop tôt, paf, on va te facturer une pénalité. D'accord. Donc il y a des coûts qui peuvent être très très importants en plus des coûts d'aller récupérer la palette et de la réexpédier ou de gérer le problème, quoi. Si Ok, si ton client a un pouvoir de négociation très fort, effectivement, ouais, c'est compliqué. ils peuvent te le facturer, ça. Donc, du coup, et c'est là qu'on va arriver un petit peu à ce que vous faites chez Emera, mais du coup, une des solutions à cette problématique, c'est quoi? Alors, nous, on pense que ce qui est important, c'est de libérer du temps à l'administration des ventes pour qu'elle puisse faire son travail qui a une plus forte valeur ajoutée, qui est de la relation humaine. Ça sécurise la relation avec ton client, ça augmente tes chances de renouveler tes contrats ou d'augmenter tes volumes. Et donc, relation humaine et résolution de problèmes. C'est ça que la DV doit faire, qui a une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise, vraiment différenciante. Pour ça, il leur faut du temps. Pour leur libérer du temps, on pense qu'il y a 4 choses que tu peux faire pour aider ton ADV. C'est automatiser les tâches sans valeur ajoutée, contextualiser les demandes, parce que la DV passe beaucoup de temps à chercher des informations précédentes pour comprendre les nouvelles demandes, fluidifier la collaboration avec les autres départements et intégrer les systèmes entre eux pour éviter les copier-coller qui sont juste des copier-coller sans valeur ajoutée. Ok, donc automatiser, fluidifier, donner du contexte. Donc ça ressemble à essayer de construire le mouton à 5 pattes en truc là, parce que l'information contextuelle, elle va venir de partout. Je sais que la DV, elle va être, on l'a dit tout à l'heure, entre la prod, la livraison, la prise de commande et le commercial. Moi, Ouais. connaissant quelques commerciaux dans l'industrie, c'est pas les plus, je ne vais pas me faire des amis là, mais c'est pas les plus pressés de remplir le CRM ou de consigner les infos. Donc souvent, on leur court un petit peu après. Donc justement, comment est née cette idée d'Emera? Enfin, comment elle est née, tu m'en as parlé, mais du coup, comment Emera, la start-up que tu as montée, euh, comment elle répond à ça et qu'est-ce que vous cherchez à faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez construit?
Alors, avant de te répondre, les 4 leviers que je viens de te citer peuvent être faits sans Emera, bien sûr, hein. Oui. Tu vas automatiser des tâches, il y a d'autres outils, contextualiser, tu peux le faire en ayant des tags ou des dossiers très clairs à harmoniser. Tu as bien sûr des moyens d'aller vers ça sans Emera. Mais Emera te propose de faire ces 4 choses de façon intégrée. Donc, c'est une solution SaaS, accessible en ligne, qu'on donne aux administrations des ventes. Elles retrouvent dans Emera leurs emails, c'est une surcouche de leur boîte mail, parce que l'email reste très souvent la matière première de la relation client. Donc, on part de leurs emails. Et ensuite, Emera va avoir un module d'automatisation. Tu peux faire un clic droit sur un email, traiter les pièces jointes, ça va toutes les traiter d'un coup en 1 seconde. Et Emera a aussi de la contextualisation. Donc, quand tu cliques sur un email, tu peux voir d'autres emails en relation avec le sujet intéressant. Tu perds moins de temps à aller chercher de quoi on parle. Tu peux voir des informations qui viennent de l'ERP aussi. Tu ne vas pas dans l'ERP pour chercher. Et Emera, enfin, a des workflows. Parce qu'en fait, tu as, quand tu es l'administration des ventes, beaucoup de demandes qui sont toujours les mêmes, avec les mêmes Les interlocuteurs. workflows, c'est des séquences, je le dis pour l'audience, automatisées qu'on va pré-programmer ou qu'on va pré-créer dans l'outil, quoi. Oui, c'est ça. Pour un exemple, ce serait, tu as souvent la question de le client qui te demande, ah, est-ce que je peux avancer cette livraison de 2 semaines, Mhm. par exemple. Pour répondre à ça, tu vas toujours demander à quelqu'un au planning, bonjour, est-ce qu'on peut livrer On ça? peut livrer, donc tu Et dois faire un email, etc. Et c'est là qu'on perd beaucoup de temps. Ouais. c'est ça. En fait, tu fais toujours le même email à la même personne. Après, tu vas vers la logistique pour leur demander de confirmer. Donc, tu as une petite boucle qui est toujours la même. Et en fait, ça, c'est de la charge mentale pour toi. Tu dois te Mhm. dire, j'ai 4 ou 5 boucles comme ça en cours, il ne faut pas que je les oublie. Donc, en fait, un workflow fait ça mieux que toi parce que ça suit le chemin, ça fait les relances automatiques. Donc, tu lances ton workflow, tu l'oublies. Et tu es sûr que tu n'auras pas de perte d'informations là-dessus. Ok. Donc, on propose aussi des workflows. Et puis, bien sûr, on s'intègre avec l'ERP parce que c'est important d'enlever aussi les copier-coller et d'avoir accès aux données de référence dans l'ERP. Ouais, puis d'avoir une seule Voilà. source de vérité sur ces commandes qui va ensuite dispatcher sa vérité sur les autres outils. Je pense que Ouais, c'est ça. Et c'est c'est l'ERP. important. Il faut vraiment éviter de faire un autre Ouais. source d'information. Après, tu ne sais plus où chercher. C'est l'ERP qui doit être le centre logique. Alors, moi, il y a une question que je me pose. Alors, des outils comme le tien, moi, je suis convaincu que effectivement, les ADV, ça va beaucoup les aider. C'est un rôle, en plus, c'est focus sur un rôle, donc ça répond à une problématique précise. Mais, en fait, j'ai 2 questions. La première, elle est liée aux outils. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'inflation des outils aujourd'hui dans l'entreprise? On en parlait de l'ERP, du CRM. Je sais que j'ai des clients qui commencent à s'équiper d'outils de gestion de leurs fournisseurs, en plus de l'ERP. Là, on parle d'applications comme la tienne qui permet de fluidifier un peu aussi le travail des ADV, mais on a aussi des applications qui naissent sur la prod. Donc tout ça, ça fait beaucoup d'applis. Est-ce que ça ne devient pas un petit peu trop compliqué tout ça? C'est quoi ton point de vue par rapport à cette… alors, je dis inflation, mais c'est un peu provocateur. Hein, tu fais exprès pour Bien sûr. te susciter un peu une réponse, mais cette inflation d'applications, comment est-ce que tu peux expliquer ça à un dirigeant industriel qui n'est pas forcément un spécialiste de l'IT et lui dire que c'est une bonne chose d'avoir tous ces outils? Bah, en fait, ça va dans le sens historique d'une sortie de l'ERP omniprésent. C'est un outil qui est très puissant pour son cœur de métier, mais qui est lourd et coûteux à mettre en place et déployer, Hmm. pour aller vers un ERP qui devient un centre centré sur la production et la finance, avec des outils qui gravitent autour, mais qui sont toujours dans une architecture en étoile, en Connecté à relation avec l'ERP. l'ERP. D'accord. Et l'intérêt de ça, c'est que, en fait, du coup, pour chaque métier, il va avoir des applications qui sont faites sur mesure pour eux, avec une interface sur mesure, des fonctionnalités en plus. Donc, D'accord. chaque métier gagne en productivité, gagne en confort, mais tu gardes une vue logique centralisée dans l'ERP. Donc, à l'échelle de l'entreprise, ça reste cohérent. Et en fait, je crois que si tu prends les… Pardon, Ouais. vas-y, je t'en prie. Je crois que si tu prends les projections Gartner, en fait, ils anticipent que les dépenses IT des entreprises à l'échelle de la décennie 2020 vont être moins centrées sur l'ERP et que tu vas avoir une augmentation de la place des solutions métiers sur mesure D'accord. pour avoir un rééquilibrage vers ça. Donc, selon Gartner, ça va dans le sens Donc, c'est une de la évolution décennie. aujourd'hui normale on va dire, de l'informatique, je ne sais pas si c'est le terme adapté, de l'informatique industrielle qui va un peu spécialiser les outils sur les métiers et du coup rendre aussi le système un peu plus agile parce qu'on va connecter tout ça aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile de connecter les outils entre eux via les API, via tout ce qu'on peut faire, plutôt que d'avoir une espèce de gros mammouth compliqué à manipuler. Enfin, Ah oui. je sais plus le nombre de boîtes qui m'ont dit désespéré qu'on allait mettre SAP chez eux et qui étaient
à la, à la limite du burn-out quand elle me parle de ça, quoi. Ah bah oui, c'est sûr. Mais il y a 20 ans, ça aurait été difficile de faire ce qu'on vient de décrire parce qu'il Ouais, y a 20 ans, l'API était, je ne sais pas si elle existait ou pas, mais on n'en ouais, parlait pas. c'était Donc une nasty. intégration entre deux outils, c'était horrible. C'était un vrai chantier. Ok. Maintenant, avec des API, c'est beaucoup plus rapide. Donc tu peux avoir un système plus flexible avec plein d'outils sur mesure. Il y a 20 ans, c'était beaucoup plus dur. Et tu satisfais un peu les problématiques de chacun de tes métiers et à la fin, c'est quand même le client, parce que c'est ça que c'est important, c'est le client qui s'y retrouve parce qu'on va éliminer les frictions, on va faciliter la vie du client, lui donner plus de transparence. La deuxième question que j'avais pour toi par rapport à ça, donc on a parlé de la complexité croissante de l'outil IT, mais tu viens de me répondre. La deuxième chose, c'est l'humain. Comment on amène encore un nouvel outil. On va devoir s'adresser à des équipes. Les ADV, ce n'est pas tout à fait les mêmes profils que les commerciaux, ce n'est pas non plus des gens de la prod. Comment est-ce qu'on injecte, entre guillemets, ou on amène ce type de changement? Parce que c'est aussi un changement du mode de travail. Et moi, je connais quelques ADV. Là aussi, je ne sais pas si je veux me faire que des amis, mais il y a des habitudes quand même qui sont prises depuis 10 ans, 20 ans, parfois plus dans certaines boîtes. Et là, on va me demander Mm. encore une fois de changer ma façon de travailler, qui moi me convenait plus ou moins. Comment est-ce que c'est quoi un peu ton point de vue là-dessus et quels sont les conseils ou les bonnes pratiques que tu as relevées, notamment dans les usines que vous avez commencé à accompagner, pour amener aussi ce changement dans la façon de travailler des ADV notamment? Bah, alors, je vais répondre de façon générale, puis dans notre cas à nous. De façon générale, effectivement, c'est une obligation pour les éditeurs de solutions modernes. Il faut absolument que l'interface soit extrêmement intuitive. Le design est essentiel pour faire un outil qui, justement, ne refait pas ce que vous avez SAP, par exemple, outil très puissant, mais très dur à prendre en main. Il faut qu'un outil moderne, ce soit, tu ouvres l'application, tu comprends tout de suite ce que ça fait, tu sais où cliquer. Un outil moderne, tu n'as pas de manuel, tu peux t'en servir. Et ça, c'est une obligation pour tous les développeurs de solutions modernes. Je pense que il faut passer par là. Tu ne peux pas te permettre de vendre ton logiciel sinon. Il ne faut pas qu'il y ait 3 jours de Dans- formation pour chaque personne de la boîte quand on développe le truc, quoi. Non, non, non. Tu penses à ton smartphone, en général, tu ouvres une application que tu viens d'installer, tu sais comment t'en servir. Il faut que les applications professionnelles aient ce même niveau d'intuitivité. Je ne sais pas si ça se dit, mais Ah il faut ouais, que ce bah, soit évident comment tu t'en sers. ok. Dans notre cas, la chance qu'on a, qui nous facilite encore plus la tâche, c'est qu'en fait, on nous dit oui, les ADV sont très souvent des personnes conservatrices, mais en vérité, elles n'ont pas d'outils aujourd'hui. Ouais. Donc en fait, on n'est pas en train de remplacer quelque chose, on leur propose quelque chose de nouveau. Et en plus, comme on a fait ce que je disais juste avant, on a passé beaucoup de temps sur le terrain avec des équipes, on a itéré sur l'interface avec elles. En fait, quand on monte l'interface à quelqu'un qui est dans une nouvelle équipe ADV, elle comprend très très vite ce qu'on propose, comment ça marche, ça rentre de façon très naturelle dans son flux de travail. Donc on n'a pas trop de problèmes de prise en main à ce stade. Ok. Vous avez pas vu comme on peut l'avoir parfois sur le CRM, alors, il y a jamais de levée de bouclier, mais il y a une espèce de force d'inertie qui fait que ça ne bouge pas des masses, quoi, tu vois. On en met le CRM, personne ne va te dire non, j'en veux pas de ton CRM, mais on voit qu'au bout d'un moment, ça s'effrite et que les gars ne l'utilisent pas, quoi. Est-ce que ça, aujourd'hui, a priori, sur de la DV, avec ce que vous amenez, c'est quelque chose que vous n'allez pas rencontrer, quoi? Non, très peu, parce que même s'il y a un doute au début, tu as des gens, c'est comme des gens très efficaces à la DV, très Hmm. consciencieux, qui disent: ah, mais moi, je sais comment ça marche, je m'en sors très bien, c'est vrai. Mais quand tu leur montres que tu peux leur éviter de prendre un fichier client, faire des copier-coller, recopier-coller ailleurs, etc., tu peux leur faire gagner 45 minutes Ouais. là-dessus. En général, c'est gagné. Les gens sont convaincus que ça leur change leur Et puis, on va quotidien. valoriser aussi leur travail en les aidant à avoir un focus un peu plus sur là où elles ont vraiment de la valeur ajoutée, plutôt que sur répondre à des emails, à toujours les mêmes emails et faire toujours les mêmes Oui, bah oui. réparations ou les mêmes commandes, enfin, etc., quoi. Ouais, en termes de charge mentale, en termes d'intérêt du travail, ça fait une grosse différence. En général, avec ça, tu prends ton téléphone, tu passes du temps avec ton client, tu t'assures que le dernier problème en date a été bien résolu. Ton métier devient tout de suite beaucoup plus valorisant, beaucoup plus sympa, beaucoup plus impactant pour l'entreprise. Donc, je te demandais tout à l'heure l'état des lieux, en fait, l'état du marché. Une application comme la tienne, comme Emera, c'est quelque chose aujourd'hui qui. Enfin, tu n'es pas obligé de me donner les noms, mais vous avez des concurrents. Je veux dire, j'essaye de comprendre si c'est un marché sur lequel on voit des choses émerger, si vous êtes vous très en avance. Est-ce que ça bouge sur ces questions-là? Parce que
Très honnêtement, je ne le vois pas au quotidien de mon côté. J'ai l'impression que ça bouge pas mal du côté ERP, CRM. Mais sur cette problématique en particulier, je n'ai pas le sentiment, mais c'est peut-être une erreur, hein, je n'ai pas le sentiment de voir beaucoup de choses bouger. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Qu'est-ce que tu as constaté, toi, du marché de ce genre Mm. d'application, de solution aujourd'hui? Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'on n'a pas de concurrent direct pile sur la problématique de comment est-ce que l'équipe ADV crée de la valeur à fond pour l'entreprise. On a des concurrents de façon indirecte ou alors qui rentrent sur ce sujet par un autre angle. D'accord. Par exemple, tu peux avoir des entreprises de GED, Ah oui. gestion électronique des documents, qui proposent des fonctionnalités de scan automatique de documents, donc par exemple de bons de commande. Et donc, tu vas avoir des entreprises qui utilisent ça pour dire à leur ADV, regardez, on va vous enlever la phase de saisie manuelle parce que Mm. la GED, qui n'est pas faite pour ça au début, quand tu la pousses un peu, elle peut faire ça pour toi. Ouais, je comprends. Ou alors des solutions de gestion de facture qui peuvent avoir des modules de prise de commande. Et donc, ils vont dire, ah, on a mis ça à la compta. On va aussi en profiter pour tendre le truc jusqu'à l'équipe ADV. Et donc, ce n'est pas fait pour l'ADV, mais ça les aide quand même. Donc, ça résout une partie de leurs problèmes. On a, tu vois, ce genre de concurrents qui ne sont pas Ouais, je sur comprends. le cœur, mais qui peuvent, si tu tires un peu, aider l'ADV quand même. Alors, écoute, on arrive à la fin de l'entretien. Juste avant de conclure et de te poser la question de conclusion, Emera, aujourd'hui, l'entreprise existe depuis combien de temps? Depuis un peu plus de 6 mois maintenant. Un peu plus de 6 mois, donc c'est une vraie start-up, quoi, on peut le dire. Vous êtes, votre positionnement, on en discutait dans la préparation du podcast, c'est plutôt des entreprises qui ont du flux. Ça se justifie aussi sur du flux. Tu me disais que tu avais déjà des POC ou en tout cas des premiers clients. Je ne sais pas si tu peux en parler et nous dire un petit peu aujourd'hui avec qui vous travaillez ou avec qui vous avez commencé à travailler et avoir des résultats. Alors oui, on a des premiers clients. Je ne pense pas pouvoir encore donner leur nom. J'espère Ouais, très bientôt avec des vidéos de témoignages positifs de leur part. d'accord. Toutes nos premières phases de test se sont bien finies. C'est des clients qui nous parlent de déploiement, des clients dans le monde du luxe et de l'aéronautique et de la D'accord. pharmacie. Ok, donc Donc là, c'est des trois problématiques secteurs qu'on différents. retrouve sur des secteurs variés et c'est pas spécifique à un secteur parce que j'allais te parler de l'automobile ou tu vois de l'agro, mais Ouais, là on retrouve sur des problématiques qui sont variées. Euh, c'est ça. Jean-Baptiste, avant de te remercier, qu'est-ce que l'audience, qu'est-ce que nos auditeurs doivent retenir de notre échange? Et moi, je pense qu'il y a un constat qui est très intéressant, c'est qu'au quotidien, le visage de l'entreprise industrielle auprès des clients, ce n'est pas la force commerciale qui va les chercher, mais après, c'est de l'administration des ventes qui représente l'entreprise. Et ça, c'est un fait que peu de gens ont en tête, mais, mais en fait, qui définit la relation client d'une entreprise industrielle. Eh ben, écoute, c'est une très très bonne conclusion. Je te remercie beaucoup pour notre échange. Merci d'avoir participé Merci au Karim. podcast. Merci. Alors, ne raccroche pas, je te reprends dans 2 minutes. Le temps de saluer notre audience. Chers amis, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast. On est sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer. Et puis, vous nous retrouvez sur notre site Industrial Growth, agencenil.com. N'hésitez pas à me laisser un petit avis si vous utilisez notamment les applis podcast sur Apple ou sur Spotify. Ça fait toujours plaisir et ça nous aidera à gagner un peu de visibilité. À très bientôt.